Au sommaire de ce journal, la deuxième édition du SICA qui nous plonge dans le monde audiovisuel, une initiative du gouvernement réunissant tous les acteurs de l'industrie audiovisuelle du pays et d'ailleurs. Le Club des hommes d'affaires africains a entrepris un séminaire de 3 jours à Abidjan. 70 chefs d'entreprise se penchent sur l'équation « Comment apprendre à mieux piloter son activité et réussir sa levée de fonds ». C'est historique, Donald Trump revient à la Maison-Blanche et devient ainsi le 47e président des États-Unis d'Amérique. Le décryptage de sa deuxième victoire dans un instant avec notre expert du jour. Les phases finales des Olympiades et Métiers World Skies Côte d'Ivoire 2024 ont débuté. 271 compétiteurs vont démontrer leur savoir-faire. On en sait davantage dans ce journal. Madame, Monsieur, c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Merci de suivre cette édition complète qui débute avec plus de 250 professionnels internationaux de l'audiovisuel qui sont à Abidjan pour prendre part à la deuxième édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Ouvert du 5 au 7 novembre 2024, le SICA est une initiative du gouvernement réunissant tous les acteurs de l'industrie audiovisuelle du pays et d'ailleurs, dont l'ambition est de faire du pays un carrefour international de l'audiovisuel, plus précisément du cinéma. Parmi les professionnels venus d'ailleurs, la chaîne généraliste TV5 Monde, pour qui ce salon représente une opportunité unique. Walter Kofi. Occuper une place importante dans l'industrie audiovisuelle et cinématographique est l'ambition affichée par les autorités ivoiriennes à l'occasion du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA. L'événement qui se tient sur 3 jours dans la capitale économique ivoirienne a réuni 250 professionnels du secteur venus d'Afrique, mais aussi d'Europe et d'Amérique du Nord. Innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, solutions pour une nouvelle ère est le thème central de cette édition du SICA 2024. Un thème qui invite les décideurs à renforcer leur engagement à soutenir les créateurs et producteurs en leur donnant accès aux sources nécessaires pour réaliser leurs projets. Monsieur le ministre de la Communication, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais vous exprimer mes vives félicitations pour l'occasion que vous offrez à nos pays de développer à travers ces retrouvailles des partenariats mutuellement profitables et d'appropriation de nouvelles techniques de réalisation et de production cinématographique dans un secteur en perpétuelle mutation. Monsieur le Premier ministre, cette deuxième édition du SICA, placée sous le thème « Innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, solutions pour une nouvelle ère du contenu en Afrique », nous invite à réfléchir ensemble aux solutions concrètes pour faire face aux défis et opportunités qui se présentent à nous. Parmi les participants à cette édition, la chaîne francophone généraliste TV5 Monde, pour qui ce salon représente une occasion unique. TV5 Monde est la première chaîne généraliste francophone sur le continent africain. Nous sommes les partenaires historiques du cinéma africain également. Nous coproduisons et achetons des contenus en Afrique depuis de très très longues années. Et donc il était important pour nous d'être aujourd'hui à Abidjan pour participer au SICA, cette nouvelle édition du SICA. Nous étions déjà là l'année dernière, nous avons décidé de revenir parce que justement nous croyons en ce projet. Il faut dire que le paysage audiovisuel africain est dominé par le Nigeria et l'Afrique du Sud. Quant à la Côte d'Ivoire, elle manque encore de ressources humaines dans le secteur où les financements se font rares. Les autorités comptent sur le SICA où plusieurs banques et acteurs financiers sont invités pour développer l'investissement privé. Parlons infrastructure à présent. Le mardi dernier, le chef du gouvernement ivoirien a effectué une visite sur plusieurs chantiers routiers en cours dans la capitale économique Abidjan. Cette inspection a permis au Premier ministre de constater de visu l'état d'avancement des travaux, notamment ceux des échangeurs indispensables à la fluidité du trafic dans la ville. Michel Brouf et Enoch Yao nous donnent des précisions. La visite a débuté au carrefour Aquaba dans la commune de Port-Bouilly, où le Premier ministre est venu s'enquérir des progrès réalisés sur le chantier de l'échangeur.
Les équipes sur place ont présenté les résultats des travaux accomplis sur le site. Poursuivant son parcours, le Premier ministre s'est aussi rendu à l'échangeur du Grand Carrefour de Koumassi, accompagné du ministre Amédée Kouakou et des autorités communales et coutumières. Les échangeurs de l'école de police du Carrefour Palmeraie et du Carrefour Faya ont également été passés au peigne fin. Dans cet élan, il est revenu sur l'objet de sa visite. Ce matin, nous avons tenu à visiter ces chantiers qui sont inscrits dans le programme du président de la République pour assurer la fluidité du trafic à Abidjan et améliorer la compétitivité d'Abidjan au plan des investissements et pour assurer la fluidité du trafic au profit des populations. Nous avons visité 5 grands chantiers. Le premier chantier à Kouaba, ce chantier qui a été financé par la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, va finir au mois de décembre, janvier, au plus tard. Ce chantier sera livré à la population. Le deuxième chantier à Koumassi est financé entièrement par les États-Unis d'Amérique. C'est un don à la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est un don multiforme. Ce chantier va finir au plus tard, le chantier de Koumassi va finir au plus tard au mois d'août 2025, peut-être même avant. Le troisième groupe de chantiers que nous venons de visiter sont les échangeurs de l'école de police, l'échangeur de Palmeraie, l'échangeur de Faya. Alors ici, le dernier chantier va finir en mars 2026. Il y en a qui vont finir en avril 2025. Estimé à plus de 145 milliards de francs CFA, ces chantiers constituent une véritable opportunité d'emploi pour la jeunesse. Il les a par ailleurs invités à saisir ces opportunités pour soutenir le développement du pays et garantir l'accès à une mobilité de qualité. Et nous voulons demander aux jeunes Ivoiriens aussi de voir qu'avec les grands chantiers ouverts par le président de la République, les opportunités d'emploi sont énormes. Par conséquent, il y a lieu de se les approprier, de sorte à ce que ce pays soit fondé sur des compétences avérées, de sorte à ce qu'on s'approprie le développement de notre pays. Au total, 5 grands chantiers routiers ont été visités. Cette inspection s'inscrit dans une vision de mettre l'accent sur l'amélioration des infrastructures et doter la capitale économique d'un réseau routier moderne. 3 jours pour apprendre à mieux piloter son activité et réussir sa levée de fonds. Ceci est l'équation à résoudre du Club des hommes d'affaires africains qui a entrepris un séminaire à Abidjan. 70 chefs d'entreprise, pour être précis, provenant d'une dizaine de pays africains prennent part à ce séminaire de formation co-organisé par le groupe d'investissement INP. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Issa Badini et Ezekiel Siri. Des secteurs de l'agroalimentaire, l'éducation et la formation professionnelle, la santé, le digital ou encore les transports et l'immobilier. Ces hommes et femmes, chefs d'entreprise venant d'une dizaine de pays d'Afrique, veulent performer dans leurs business respectifs, mais surtout réussir le pari de la levée des fonds, condition sine qua non pour le développement des entreprises. Est-ce que vous saviez que désormais le numéro 1 mondial de la tchéké, qui est le plat traditionnel ivoirien et qui est consommé dans toute la sous-région, est chinois? Oui, donc la question qui se pose, c'est comment ça se fait que même le plat traditionnel ivoirien qu'est la tchéké doit être produit en Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un sujet de manque d'ambition collective. Et cette ambition collective, on peut la résoudre. Il y a 2 facteurs principaux. Un, c'est les financements. Aujourd'hui, sans financement, il faut monter des usines d'ampleur, puisque le besoin, il est colossal. Les petits ateliers de cosmétiques ou les petits ateliers agroalimentaires ne suffisent plus. Foli Koussao est président du Club africain des entrepreneurs, lesquels clubs co-organisent ces séminaires annuels en collaboration avec les groupes investisseurs et partenaires, organisations dédiées au financement et à l'accompagnement des startups et petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Au-delà de la formation, ce qu'on cherche à travers ce séminaire, c'est vraiment que les entrepreneurs se rencontrent entre eux,
qui puissent sortir un petit peu de ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur, où ils doivent gérer au quotidien énormément de sujets. Ils ont une charge mentale incroyable, ils ont la responsabilité de leur entreprise, ils ont beaucoup de questions pour lesquelles ils n'ont pas de réponse. Et là, simplement, pendant 3 jours, ils ont la possibilité d'échanger avec des pairs, avec d'autres entrepreneurs qui rencontrent les mêmes difficultés. Donc pour mieux piloter son entreprise, on va partager avec les participants des bonnes pratiques en matière de gestion financière et de pilotage de la trésorerie. Prévoir l'organisation d'un panel qui va permettre aux acteurs de terrain, qui va permettre aux personnes qui pratiquent la levée de fonds tout le temps. Depuis 2002, l'IEP a mobilisé plus de 250 milliards de francs CFA, ce qui lui a permis d'accompagner plus de 200 petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne, implantées dans une vingtaine de pays. Ce séminaire annuel est à sa 10e édition. Financé en partie par l'Union européenne, le séminaire de formation du Club africain des entrepreneurs va durer 3 jours. Ouvrons à présent une page politique dans cette édition et c'est dans l'invité du JT. C'est historique, Donald Trump revient à la Maison-Blanche et devient ainsi le 47e président des États-Unis d'Amérique. C'est le comeback pour le républicain qui compte mettre en place son vaste programme de développement de l'Amérique. Mais au-delà de ce retour, Donald Trump reste une énigme. Pourquoi séduit-il encore les Américains? Quelles pourraient être les conséquences de ce comeback sur la scène politique internationale? Nous en parlerons avec notre invité de ce jour, M. Serge Nedro. Bienvenue, M. Serge Nedro. Merci de m'inviter sur le plateau. Donald Trump a été le 45e président des États-Unis d'Amérique. Il fait son grand retour comme le 47e président cette fois-ci. C'est historique, M. Nedro. En effet, c'est vraiment historique. C'est un événement majeur que nous vivons là, que nous regardons. Nous sommes témoins de quelque chose de très important. Parce qu'il faut dire que c'est la 2e fois dans l'histoire de l'Amérique qu'on voit un président des États-Unis revenir faire un comeback pareil. La première fois, c'était en 1892 avec le président Grover Cleveland qui a fait ce comeback-là. Mais là, la différence qu'apporte le comeback de Donald Trump, c'est qu'il le fait de manière extraordinaire avec un raz-de-marée pratiquement du vote du collège électoral. Là, il prend pratiquement 312 grands électeurs sur 538. Et là, il vient encore de prendre le contrôle, le Parti républicain vient de prendre le contrôle du Sénat et ils sont en passe de prendre le contrôle de la Chambre des représentants. Et comme on dit chez nous, il revient de très loin. Pour l'Occident et même pour les Africains, le président Donald Trump reste une énigme. Qu'est-ce qui séduit tant chez l'homme? Ce qui séduit chez Donald Trump, c'est le fait que les Américains se voient en lui. Parce que c'est un monsieur qui parle comme un Américain normal, qui dit ce qu'il pense, qui n'est pas dans le politiquement correct en tant que tel, et donc qui réagit comme il faut réagir en temps normal. Vous voyez qu'il est toujours en train soit de dire des propos outranciers, il est toujours en train de dire des propos qui pourraient être qualifiés d'injurieux, mais c'est comme ça, l'Américain est, et l'Américain a toujours, comme je l'ai dit une fois sur votre plateau télé, l'Amérique élit chaque fois un commandant en chef. Voilà, un commandant en chef. L'Amérique n'élit pas, je veux dire, un politiquement correct ou bien quelqu'un qui est un énarque, comme on voit ici un peu dans la francophonie. Les Américains veulent un commandant en chef, un leader fort, quelqu'un qui peut évidemment sauver des gens, et c'est ce qu'il a fait, et je pense que ça a joué, cette stratégie. Justement, on a parlé tout à l'heure des différents sujets tels que l'avortement et autres. Finalement, selon vous, qu'est-ce qui a été décisif dans cette élection de Donald Trump? C'est très simple. Il faut dire que je crois qu'il y a un sondage de sortie des urnes hier, et ce sondage donnait en tête évidemment 3 éléments majeurs. L'économie, l'immigration et puis la démocratie. Parce qu'évidemment, le Parti démocrate a présenté Donald Trump comme étant un fasciste, comme étant celui qui ne veut pas respecter les institutions au regard de ce qui s'est passé le 6 janvier 2021. Donc nous nous souvenons de cet élément. Donc, mais ce qui a joué, c'est l'économie. Pas parce que le président, l'administration Biden-Harris n'a pas travaillé. Ils ont travaillé. Les chiffres étaient bons. Les chiffres macroéconomiques, les agrégats macroéconomiques étaient au vert.
parce qu'il arrive, il augmente le produit intérieur brut des États-Unis jusqu'à 2,7%. Il essaie quand même, j'ai envie de dire, de baisser le taux d'inflation. Mais là, les Américains ne l'ont pas senti dans leur assiette. Et vous voyez qu'un citoyen ne sent pas, on lui donne des chiffres, mais il ne sent pas dans son assiette ce qui se passe. Évidemment, il trouve que l'économie va mal. Et l'autre élément important quand même, c'est aussi, on est toujours dans l'élément de l'économie, c'est l'inflation. Aujourd'hui, on a un taux moyen d'inflation de 5% aux États-Unis. Sur les produits alimentaires, on va jusqu'à 20, voire 30%, vous voyez, de taux d'inflation. Et vous voyez que quand les denrées alimentaires sont chères, quand le citoyen américain ne voit pas, et comme on le dit généralement, on dit, Reagan a toujours dit une chose, il dit, pour aborder une élection américaine, il faut demander aux citoyens américains, est-ce que les 4 dernières années, est-ce que tu t'es senti mieux? Est-ce que tu allais mieux, ta famille allait mieux les 4 dernières années? Et je pense que le peuple américain ne s'est pas senti mieux du point de vue économique. Et la grande question qui a fait gagner Donald Trump, c'est sa stratégie basée sur l'immigration. Parce qu'évidemment, on a vu, aujourd'hui aux États-Unis, on dénombre, j'ai envie de dire, 11 millions d'immigrés illégaux aux États-Unis. Et donc, il y a eu une entrée massive des immigrants au cours du mandat de Biden, et ces immigrants ont eu soit j'ai envie de dire, à tuer des gens, à agresser des familles, et ça, les Américains ne pouvaient pas le supporter, et Trump a dit, j'ai une solution, je vais faire une grande déportation, et nous pensons qu'il va le faire. On espère. Donald Trump, 47e président des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui pourrait changer sur la scène politique internationale? Effectivement, il va y avoir des changements profonds sur le plan international. Et l'un des premiers changements ou l'un des premiers impacts, ça sera sur la guerre russo-ukrainienne. Voilà. Et cette guerre, Trump l'a dit clairement. Il a dit, si j'étais président de la République, si j'étais président des États-Unis d'Amérique, évidemment, il n'aurait jamais eu cette guerre parce que Poutine connaissait, il savait que je suis un homme fort et il a dit qu'il va changer, il va résoudre cette guerre en une seule journée. Nous allons voir, c'est vrai que ça sera très compliqué pour lui de le faire en une seule journée, mais évidemment, il va arriver à résoudre la guerre. Et il y a aussi ce changement. Donc, l'autre changement, c'est la guerre d'Israël, Gaza, Israélo-Gaza, la guerre aussi Israël-Liban. Il va avoir aussi un impact où Trump va demander, évidemment, à Netanyahou de pouvoir arrêter. Il a même fait déjà, je veux dire, un coup de fil avant le jour des votes à Benjamin Netanyahou. Il a dit au Premier ministre israélien, si je suis élu, il faut que jusqu'au 20 janvier, il faut que la guerre puisse s'arrêter. Et il a tous les leviers, c'est l'ami d'Israël, c'est ce grand ami d'Israël qui a déplacé la capitale d'Israël qui était à Tel Aviv, à Jérusalem. Donc les Israéliens l'écoutent beaucoup et il y a vraiment cette amitié forte entre lui et Benjamin Netanyahou. Et puis il va obliger évidemment les Européens à payer leurs factures d'OTAN. Parce que depuis un bon moment, il se trouve que les Européens vivaient de la protection américaine sous parapluie américain sans payer leurs factures au sein de l'OTAN. Et donc, il va obliger les Européens à le faire. Et on a senti aujourd'hui, je crois que le président Macron a téléphoné au Premier ministre de l'Allemagne, Olaf Scholz, en lui disant il faut que les deux pays, l'Allemagne et la France, puissent prendre le leadership, parler ensemble pour pouvoir voir comment est-ce que l'Europe peut se défendre vis-à-vis, j'ai envie de dire, du retrait, vis-à-vis de la politique isolationniste de Trump. Et donc, il faille que l'Europe se trouve une solution sans les Américains. Et je pense que voilà ces impacts qu'il va avoir. Et le dernier élément d'impact, c'est vraiment la Chine. Trump va évidemment regarder, il va se positionner sur la Chine parce qu'aujourd'hui, il faut le dire clairement, la Chine est le grand et le premier ennemi des États-Unis, le premier concurrent des États-Unis. Merci beaucoup, M. Serge Nedro, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes économiste, président de la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa. Et avec vous, nous avons essayé de décrypter les élections aux États-Unis, dont le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Merci encore. Nous poursuivons l'actualité en Côte d'Ivoire. Récemment, la Mutuelle Générale des Agents de la Construction a procédé à la pose de la première pierre de la cité BNK, un projet majeur qui a pour objectif de garantir un patrimoine immobilier à ses membres. La cité Bruno Nabagné-Koné, située dans la commune d'Abobo, prévoit la construction de plus de 400 logements sur 8 hectares, offrant ici aux agents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme l'opportunité de devenir propriétaires
sécuritaire et de sécuriser l'avenir de leur famille. Le compte-rendu de Diane Cablancan et d'Ézéchiel Siri. La Mutuelle Générale des Agents de la Construction MUGEC concrétise un rêve ambitieux en lançant officiellement le projet de la cité Bruno Nabagné-Koné. Ce programme d'envergure vise à offrir des logements accessibles aux agents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, matérialisant ainsi des années d'efforts et de résilience de la part de ses membres. Nombreux sont les agents qui, après une vie de loyaux et bons services rendus à notre département, se retrouvent à l'aube de leur retraite sans même une parcelle de terrain ou un toit. La cité BNK est une réponse effective à cette difficulté qui a été relevée, certains pourraient dire une injustice. Je suis particulièrement heureux que les hommes et femmes qui œuvrent de façon continue et acharnée dans nos matières au bon fonctionnement de nos activités puissent enfin, eux aussi, bénéficier d'un cadre de vie digne. La cérémonie de lancement, tenue dans la commune d'Abobo, plus précisément dans le quartier Anguédougou-Est, a donné le coup d'envoi à un projet qui prévoit l'aménagement de plus de 400 logements sur 8 hectares. Un projet qui représente bien plus qu'un simple ensemble de résidences. Il incarne la dignité et la stabilité pour chaque famille concernée, offrant aux agents la sécurité d'un patrimoine propre. Oh, c'est une fierté choisie par notre ministère de tutelle en tant qu'entreprise ivoirienne, choisie être sélectionnée pour loger les agents du ministère de la Construction, c'est une fierté. Les engagements, c'est des constructions de qualité, livrer les logements à temps et faire travailler les jeunes ivoiriens sur ce chantier. C'est l'engagement que nous prenons vis-à-vis de notre ministère. Et l'engagement qu'on prend, on voit qu'on peut apporter à nos mutualistes ici, c'est pour notre expérience et notre présent et les aider à exécuter ce projet et moins d'un an. Soulignant que ce chantier est le fruit d'un soutien inestimable du ministère et d'une vision tournée vers l'avenir du secteur du logement social en Côte d'Ivoire. Lutte contre le changement climatique à présent. Du 4 au 7 novembre 2024 se tient à Grand Bassam un atelier régional de partage des nouveaux apprentissages de la mise à l'échelle des expériences capitalisées dans la lutte contre le changement climatique organisé par INADES Formation et son partenaire ABCD. Cet atelier permettra de passer en revue 17 micro-projets issus de 11 pays afin de les consigner dans un document unique qui devrait servir de référentiel dans la lutte contre le changement climatique. Les détails avec Onena Norgo et Ézéchiel Siri. 17 acteurs porteurs de micro-projets et les membres de INADES Formation et son partenaire ABCD en atelier régional à Grand Bassam pour freiner le changement climatique. Durant les 4 jours de cet atelier ouvert ce lundi 4 novembre 2024, les participants issus de 11 pays d'Afrique vont dresser le bilan de la mise en œuvre du projet afin de consolider et finaliser les fiches de capitalisation des expériences de bonnes pratiques agricoles dans la lutte contre le changement climatique. Ce projet porte sur une thématique assez essentielle qui est de lutter contre le changement climatique, un enjeu assez important aujourd'hui pour toute la planète et particulièrement pour le continent africain, parce que quand on regarde un peu les rapports de certains partenaires, notamment la Banque mondiale, l'OMS, la BAD, ce changement climatique aura des effets importants sur notre économie, voilà, allant jusqu'à une réduction du PIB de 30%. On a confiance en INADES Formation. Le partenariat est fort. À mon avis, c'est la deuxième phase de ce projet. Alors, on est content des résultats. C'est de 17 projets développés dans les communautés de 11 pays. Même si ce sont des petits projets, la contribution au changement climatique est grande. Grâce à ce projet d'accompagnement de la mise à l'échelle des expériences développées par les communautés et des dynamiques de suivi citoyen des politiques publiques en réponse aux problèmes du changement climatique en Afrique, les participants ont pu développer 17 micro-projets, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, au Kenya, au Rwanda et au Sénégal. Nous
notre expérience, on a capitalisé et mis à l'échelle des pratiques agroécologiques respectueux de l'environnement à travers la mise en place des jardins de moringa. Vous savez que le moringa, avant, on ne les cultivait pas comme ça, mais maintenant, nous avons mis en place des jardins de moringa au profit des femmes et des communautés. Et le moringa, avec ses vertus, ça fait que les communautés protègent le moringa. En même temps, le moringa étant une plante naturelle, ça permet de capitaliser et de prévenir la désertification. Cet atelier régional de partage des nouveaux apprentissages de la mise à l'échelle des expériences capitalisées dans la lutte contre le changement climatique prendra fin le 7 novembre 2024. Les phases finales des Olympiades des métiers dénommées World Skills 2024 ont débuté depuis ce lundi 4 novembre au lycée technique d'Abidjan-Cocody. C'est en tout 271 compétiteurs répartis en 68 équipes issues de 46 établissements professionnels qui, durant 4 jours, vont démontrer leur savoir-faire acquis dans leurs établissements d'origine. L'objectif est de promouvoir les métiers techniques et valoriser la formation professionnelle. Nous témoignent Walter Kofi et Tima Traoré. C'est avec fière allure qu'ils ont défilé pour leur savoir-faire. Ils sont apprentis boulangers, opticiens, maçons ou plombiers. Ces élèves des lycées professionnels sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour compétir. Il s'agit des Olympiades des métiers dénommées World Skills qui, pour l'édition 2024, a rassemblé plus de 250 compétiteurs répartis en une soixantaine d'équipes qui vont s'affronter dans 25 corps de métiers. La compétition a débuté par les présélections régionales de Gagnoa le 9 octobre, Boaké et Korogo le 23 octobre, Abidjan et environ le 25 et le 26 octobre. Aujourd'hui, nous entamons les phases finales qui s'étendront sur 4 jours. Ces phases finales regroupent 271 compétiteurs répartis en 68 équipes qui vont s'affronter dans 25 corps de métiers. Ces compétiteurs nous viennent de différentes écoles de formation de toute la Côte d'Ivoire. Au nom du ministre en charge de l'enseignement technique, Moustapha Sangaré a encouragé les étudiants à faire preuve de persévérance et donner le meilleur d'eux-mêmes. Nos jeunes compétiteurs vont concourir dans 25 métiers différents, couvrant des domaines variés et stratégiques pour notre économie nationale, de l'électricité industrielle à la couture, en passant par la mécanique automobile et la boulangerie. Ces métiers représentent l'essence de notre savoir-faire technique. Ils incarnent aussi notre potentiel pour l'avenir, un potentiel que nous devons absolument valoriser et développer au bénéfice de notre nation. Chers compétiteurs, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez fait preuve de détermination et de rigueur. Vous avez travaillé sans relâche pour acquérir des compétences qui font de vous les meilleurs de vos métiers respectifs. En dehors des compétitions, cette 4e édition des Olympiades des métiers est marquée par des stands d'exposition, des conférences et panels autour du thème « Assurer l'adéquation compétences-employabilité pour un développement durable ». Ouvrons une page de littérature dans ce journal. Par quels moyens sensibiliser la jeunesse sur les dangers liés à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux? Paraclet, une nouvelle maison d'édition choisie comme canal de sensibilisation à la jeunesse. À l'occasion du lancement officiel de ses activités, Paraclet Édition a présenté Ligne Rouge, une nouvelle rédigée par des jeunes écrivains. C'était ce week-end à Cocody. Les détails dans ce commentaire que signe Zénab Dosso. Sous cette première de couverture se trouvent des lettres, des mots et des phrases soigneusement sélectionnées par ces jeunes écrivains. 6 au total, qui lancent un appel à la bonne utilisation des réseaux sociaux. Et ce message est circonscrit dans Ligne Rouge. Nous les jeunes, nous prenons conscience
de notre force. Aussi, nous prenons conscience de l'utilisation des réseaux sociaux qui nous entraînent souvent, qui nous exposent souvent à des dangers. Nous devons prendre conscience que les réseaux sociaux sont comme un couteau à double tranchant. Nous devons mieux utiliser les réseaux sociaux. C'est un rêve qui devient réalité grâce à Paraclet Éditions, la maison éditrice de Ligne Rouge. Elle fait son apparition dans le paysage des éditions ivoiriennes avec en perspective d'offrir l'opportunité à plusieurs jeunes acteurs de démontrer leur savoir-faire avec leurs plumes. Il faut dire que nous, en tant que jeune maison d'édition, envisagions de nous jeter à l'eau en essayant de produire désormais des ouvrages, d'accord? Parce qu'on avait commencé différemment. Et il fallait trouver une thématique qui rassemble et qui à la fois soit utile. Nous envisageons d'aller très loin, rencontrer les personnes, les autorités, les organismes qui œuvrent pour l'intégrité de la jeunesse, pour le maintien de l'intégrité de la jeunesse, afin qu'ils nous aident à porter haut les voix et les couleurs de cet ouvrage-là, parce que ce qu'il y a dedans nous concerne tous. À la découverte de Ligne Rouge, une œuvre de 5 nouvelles portées sur 64 pages. Les lecteurs n'ont pas manqué de faire dédicacer le premier produit de Paraclet Éditions. Dans les prochains jours, un autre ouvrage édité par Paraclet Éditions sera présenté. Intéressons-nous aux plantes. La première édition du Salon des plantes d'Afrique a ouvert ses portes à la Bibliothèque nationale d'Abidjan Plateau sous l'initiative de l'Association pour les plantes d'Afrique. Avec pour thème « Plantes indigènes d'Afrique, bienfaits et à venir », ce salon a pour ambition de valoriser et promouvoir les ressources locales en matière de plantes indigènes. Le point avec Fulgence Canon, Richard Akeke, commenté par Alanitoua. Les plantes indigènes d'Afrique sont confrontées à un risque croissant de disparition en raison des activités humaines telles que la destruction des forêts et les effets du changement climatique. C'est pour sensibiliser le public à l'importance de ces plantes que l'Association pour les plantes d'Afrique a organisé le premier salon des plantes d'Afrique. Selon Ibrahim Ouattara, commissaire général du salon, il est essentiel de reconnaître la valeur inestimable des plantes endémiques du continent. Ces espèces ne sont pas périmées, affirme-t-il. Elles représentent un héritage naturel que nous avons le devoir de protéger et de promouvoir. Oui, un salon des plantes d'Afrique pour justement préserver ces plantes au regard de leur importance, mais aussi et surtout au regard des menaces qui pèsent sur elles. Donc menaces qui pourraient nous les faire perdre. Voilà, donc le salon vient travailler à leur valorisation dans une dynamique de développement durable. Représentant le ministre des Eaux et Forêts, Niaba Michel, directeur régional d'Abidjan Lagune, a mis en avant la stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptée par le gouvernement ivoirien. Cette politique vise à préserver la biodiversité et à créer un climat favorable pour l'agriculture. En 6 décennies, la Côte d'Ivoire a perdu les 3/4 de sa couverture forestière. Pour inverser cette tendance, le pays s'est fixé pour objectif d'augmenter la surface forestière de 2,97 millions d'hectares aujourd'hui à 6 millions d'hectares d'ici 2030. Avec le salon qui est aujourd'hui présenté, les populations ont accès aux vertus des plantes, à leurs fonctions. Et je pense que cela contribue à les sensibiliser et à la protection et préservation de ces plantes-là. Après la cérémonie d'ouverture, une visite des stands a permis de découvrir les multiples utilisations des plantes africaines dans les domaines thérapeutiques, alimentaires et culturels. Ah oui, là nous présentons ici des plantes médicinales et essentiellement pour la santé humaine. Voilà, nous avons amené des plantes de Burkina et nous avons quelques espèces que nous sommes venus présenter. C'est des feuilles, c'est des légumes, c'est des condiments, ce sont des fruits qui nous donnent la santé. Donc moi je prends ces fruits, ces feuilles, ces condiments pour transformer et avoir tout ce que vous voyez ici. Le Salon des plantes d'Afrique se positionne comme une plateforme d'échange entre experts venus de toute la sous-région, offrant
une vitrine sur la richesse et la diversité des espèces végétales sauvages du continent. Après avoir dénoncé leurs conditions précaires, il y a 2 semaines de cela, les dockers de Côte d'Ivoire ont franchi une nouvelle étape clé en créant la MUGETSI, la Mutuelle Générale des Dockers de Côte d'Ivoire. Le week-end dernier, Guy Gréy Aklegbou Pierre a été élu président lors de l'Assemblée Générale Constitutive tenue au plateau avec pour mission d'améliorer le quotidien de ses collègues. Amiko Robara et Guy nous en parlent. Guy Gréy Pierre, celui qui avait pour projet de créer une grande mutuelle des dockers, prend ainsi la tête de la MUGETSI, Mutuelle Générale des Dockers de Côte d'Ivoire, et ce, en présence des membres des 2 principales fédérations de dockers du pays. À peine élu, il a dévoilé un programme ambitieux centré sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des dockers, souvent confrontés à une précarité persistante. Ce programme que nous conduirons à son terme prend en compte les points suivants. La création des centrales d'achat pour permettre à chaque travailleur mutualiste de s'approvisionner dans les magasins en ne payant que la moitié du montant devant être prélevé à la source sur la paye et faire en sorte que le membre dispose de tous les produits pour lesquels il pourra faire ses propres stocks. Dans son discours, il a lancé un appel à la solidarité au sein de la profession pour affronter ensemble les difficultés. Identifier un autre cas frappant, c'est l'assistance sociale. Nous sommes environ 8000 dockers. Nous voulons désormais être solidaires les uns avec les autres. Que ce soit pour les événements heureux ou malheureux, le docker doit être assisté par ses collègues de docker. Pour atteindre ses objectifs, il a sollicité un soutien des autorités et employeurs, réclamant la mise à disposition d'un administrateur financier et d'un gestionnaire pour encadrer la mutuelle. Avec la MUGETSI, les dockers ivoiriens espèrent renforcer leur unité et obtenir des conditions de travail plus dignes. Nous vous emmenons à Douan, un village de la sous-préfecture de Nouamouf, dans le département de Tiapoum, où une belle initiative de coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire a récemment pris forme. Le Japon a offert une école de 3 classes, un bureau et des latrines, un bel exemple de coopération dont nous parle notre reporter. C'est la fête à Douan, village de la sous-préfecture de Nouamouf, dans le département de Tiapoum, région du Sud Comoé. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Ikatai Katsuya, est fait chef du village de Douan. La raison, le peuple japonais vient d'offrir au village une école primaire flambant neuve de 3 classes et un bureau équipé et des toilettes. Coût de la réalisation, 31 millions de francs CFA. En compagnie du président du conseil régional du Sud Comoé, Dr Eugène Akaole, l'ambassadeur est venu inaugurer l'établissement. À l'initiative de cette fête de l'école, la mutuelle des ressortissants de Douan, Murdo, qui avait déjà incité le village à construire les 3 premières classes de cette école primaire publique. Élèves et population se sentent soulagés. Je suis content parce qu'il y a eu une nouvelle école pour bien travailler. Il y a beaucoup d'enfants qui abandonnaient l'école à cause de la distance, à cause des souffrances météorologiques. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un soulagement pour nous. Et on voit aussi les résultats sur les enfants depuis cette année scolaire. Depuis l'avènement des 3 premières classes, on voit le résultat que ça a apporté aux enfants aussi. Et puis un soulagement pour les parents aussi qui souffrent aussi. Comment les enfants vont manger à midi, comment est-ce qu'ils vont revenir manger. Donc on remercie le conseil régional, en l'occurrence le président Akaole, et aussi l'ambassade du Japon qui n'a cessé de nous aider. Ce bâtiment constituant le 3e de l'école primaire, c'est le fruit de la bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Quant au second bâtiment, il a été construit par le conseil régional du Sud Comoé. La région du Sud Comoé était très disposée de travailler avec nous. Et donc nous avons devant nous les résultats, les locaux. C'est confectionné par la région du Sud Comoé et derrière nous, il y a des locaux financés par le Japon. Donc c'est un bel exemple de la coopération entre le Japon et la région du Sud Comoé. La population également
de Douhouin également, vient de nous sortir un autre bâtiment. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle doit pouvoir d'abord compter sur elle-même avant de tendre la main. Donc vraiment, c'est un bel exemple de synergie, vraiment que l'union fait la force. Vous avez vu qu'il n'y a pas de petite force. L'essentiel, c'est d'accepter de se mettre ensemble. La construction de cette école vient comme une bouffée d'oxygène pour les enfants de Douhouin qui n'auront plus à parcourir 6 km au quotidien pour se rendre à l'école à Nouamou. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.